Bonsoir. Cette semaine, nous allons découvrir le plus petit État au monde, mais qui a un rôle et une diplomatie tout à fait mondiale, et c'est le Vatican. Le Vatican est en Italie, enclavé dans la ville de Rome, la capitale. Son nom vient de l'une des 7 collines de Rome sur laquelle il est situé. La cité du Vatican, c'est d'abord la basilique Saint-Pierre, construite sur la tombe de Pierre, à qui le Christ avait confié la tâche de bâtir son église, et mort en martyr vers 64. La basilique acquiert sa forme actuelle à la Renaissance, avec notamment les architectes Bramante, Michel-Ange. C'est la plus grande basilique au monde. Sa construction commence en 1506 et elle est consacrée en 1626 par le pape Urbain VIII. La colonnade ornée de 140 saints de marbre est due au Bernin. Elle s'ouvre sur la place Saint-Pierre et la basilique est entourée par la cité du Vatican proprement dite. On y trouve les appartements et le bureau du pape et de ses collaborateurs. On peut repérer à gauche la salle des audiences et le palais du Saint-Office. Et dans les jardins, qui occupent presque la moitié du territoire, le palais du gouverneur. On y trouve aussi les musées du Vatican, une bibliothèque de plus de 60 000 volumes, 100 000 gravures et cartes, notamment la très belle salle des cartes, et bien sûr la célèbre chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange. L'État du Vatican dispose d'une armée, c'est la garde suisse, qui est reconnaissable à son uniforme de la Renaissance, multicolore. La garde ne recrute que des Suisses catholiques pratiquants, âgés de moins de 30 ans, et prêts à se mettre au service du Saint-Siège pendant 2 ans. Sauf que cette garde suisse n'a pas pu empêcher le massacre de 147 gardes lors du sac de Rome par les lansquenets de Charles Quint le 6 mai 1527, ni lorsqu'on a tiré à bout portant contre Jean-Paul II le 13 mai 1981. Le Vatican dispose aussi d'une gare, d'une station de radio qui émet en 33 langues, d'une imprimerie qui diffuse les documents pontificaux en 94 langues, un journal quotidien, l'Observateur Romano, d'une poste qui émet des timbres qui sont très recherchés des collectionneurs, donc en somme beaucoup d'instruments pour la diffusion de la pensée de l'Église catholique. La monnaie en cours, c'est l'euro, mais le Vatican peut émettre ses propres pièces avec une face nationale. Il y a environ 1000 habitants au Vatican, mais on devrait plutôt parler d'administrateurs religieux et laïcs, puisque personne ne vient naître au Vatican. C'est d'ailleurs le seul État au monde dont la citoyenneté est temporaire, car directement liée à la fonction qu'on y occupe. Dans Rome, l'État du Vatican est souverain aussi sur plusieurs édifices et églises, Sainte-Marie Majeure, Saint-Jean de Latran, Saint-Paul hors les murs, ainsi que sur le palais de Castel Gandolfo, qui est la résidence d'été du pape, située à 25 km au sud de Rome. Depuis 2005, il y a un nouveau pape, Benoît XVI. C'est le 265e pape, mais c'est le premier d'origine allemande depuis 482 ans. Et c'est la conséquence de l'éclatement de la Réforme au début du XVIe siècle. Contradiction intéressante, le pape doit assurer sa primauté spirituelle en tant que chef de l'Église, mais pour cela, il doit aussi être un chef d'État temporel pour ne dépendre d'aucun autre souverain. Au 8e siècle, après avoir soutenu puis sacré Pépin le Bref, roi des Francs, il obtient de Pépin des territoires autour de Rome, et de ce noyau romain, l'État pontifical va gagner au fil des siècles une partie de l'Italie centrale. Or, l'unité italienne qui s'opère dans les années 1860 lui enlève l'ensemble de ses territoires, à l'exception de Rome et de sa région, grâce d'ailleurs à l'intervention de la France. Mais en profitant de la défaite française face à la Prusse en 1870, les Italiens entrent dans Rome et annexent les derniers territoires pontificaux. Le pape Pie IX refuse alors cet état de fait, il se considère comme prisonnier au Vatican et demande en représailles aux catholiques italiens de ne pas participer à la vie politique. Alors ce différend entre l'Église et l'Italie est réglé en 1929 par les accords de Latran qui créent le Vatican en tant qu'État. L'État du Vatican constitue donc l'assise territoriale qui permet au pape d'exercer sa mission en toute souveraineté. Le Vatican est donc un État dont le Saint-Siège est le gouvernement,
Mais c'est avant tout l'institution représentative de l'Église universelle catholique, la première religion du monde numériquement, avec 1,7 milliard de fidèles répartis sur les 5 continents. Le pape détient une légitimité historique, puisque au sein de la chrétienté d'Occident, il a plusieurs fois procédé à des arbitrages entre les souverains chrétiens. En 1494 est signé le traité de Tordesillas, selon un tracé que le pape Alexandre VI avait lui-même décidé. En 1493, il vient délimiter les zones d'influence dans le Nouveau Monde entre les monarchies espagnoles et portugaises. En 1979 aussi, l'Argentine et le Chili ont fait appel à l'arbitrage du Vatican pour régler la délimitation des zones maritimes dans le canal de Beagle. La médiation de Jean-Paul II a mis fin au conflit. Et puis le Saint-Siège a une importante action diplomatique. La justice doit être à la base même des relations internationales, donc le Saint-Siège prône le respect de la Charte de l'ONU, le respect du droit international, pour tenter d'éviter que ce soit les plus forts qui imposent toujours leurs lois, d'où des relations diplomatiques avec 174 États, plus celles auprès des organisations internationales, l'UNESCO, le HCR, l'OMS, l'Union européenne. Et cette action diplomatique s'est renforcée avec les voyages du pape. Jean-Paul II a contribué au rayonnement de la diplomatie vaticane en visitant 117 pays pendant ses 26 ans de règne. Avec quel résultat ? En Europe de l'Est, le Vatican a joué un rôle crucial dans l'effondrement du communisme. La hausse politique initiée par Paul VI a été amplifiée par Jean-Paul II, premier pape slave de l'histoire, élu en 1978, par ses nombreux voyages dans son pays natal, la Pologne, par son soutien financier à Solidarność, mais aussi un soutien politique au leader soviétique Gorbatchev. Mais l'opposition du pape en 2003 à la guerre préventive des États-Unis contre l'Irak n'a servi à rien, sauf peut-être à ce qu'elle ne se fasse pas au nom des Nations Unies. Il y a eu aussi les rencontres d'Assise, initiées en 1986, voulant rapprocher les religions par un sommet des représentants bouddhistes, hindouistes, catholiques, orthodoxes, juifs, musulmans. Et le premier voyage d'un pape dans un pays musulman fut au Maroc en 1985. Avec les Juifs, le rapprochement se concrétise par l'établissement de relations diplomatiques avec Israël en 1993 et un voyage en Terre Sainte en l'an 2000. Jean-Paul II, à Jérusalem, glisse un message dans le mur des lamentations et on dit que ce message vient au nom de l'Église demander pardon pour tous les crimes commis contre le peuple juif pendant les 2000 ans de christianisme. En revanche, le pape ne parviendra pas à se rendre en Russie. Le patriarche orthodoxe russe Alexis II reproche au pape d'envoyer des missionnaires en Russie et d'y établir de nouveaux diocèses. Il n'a pas pu non plus aller en Chine, où le Parti communiste s'inquiète de l'expansion de l'Église catholique, qui regroupe aujourd'hui quelques 15 millions de fidèles en Chine. Pour contrôler ce mouvement, Pékin a mis en place une association patriotique des catholiques chinois, que ne reconnaît pas Rome. Pékin voudrait aussi que le Vatican cesse de reconnaître Taïwan. Alors ce qui se négocie en ce moment avec le nouveau pontificat, c'est qu'en échange d'une visite en Chine de Benoît XVI, le Saint-Siège rompe ses relations diplomatiques avec Taïwan. Voilà, petit État, grande influence. Le catholicisme est la seule religion au monde à exercer un tel rôle dans les relations internationales, avec des effets induits qui vont bien au-delà du seul monde chrétien, mais on peut aussi apporter quelques bémols, quelques désaccords avec le sens de cette influence. Par exemple, sur la condamnation de la théologie de la libération en Amérique latine dans les années 80, ou bien plus récemment, et peut-être plus grave, sur les positions de l'Église concernant la contraception et l'usage du préservatif face à la propagation du sida depuis les années 90. D'ailleurs, de nombreux catholiques et même de nombreux prêtres se sentent très éloignés de ces positions officielles de l'Église. Voilà, ce tour d'horizon sur le Vatican et la papauté reste très incomplet. Il permet de comprendre un tout petit peu de la mécanique de cet État petit, fermé, disposant d'une grande influence sur la scène internationale et qui est sans rapport avec sa superficie ou le nombre de ses divisions. Vous pouvez lire Le sac de Rome de André Chastel chez Gallimard,
Vous pouvez avoir une vision synthétique de l'histoire de la papauté en lisant le livre dirigé par Yves-Marie Hilaire au Seuil, et puis une vision de l'histoire politique en lisant Les Espions du Vatican, de Napoléon à la Shoah, par David Alvarez aux éditions du Nouveau Monde. Vous pouvez maintenant, je vous le signale, télécharger les émissions du Dessous des cartes en allant sur artevod.com pour retrouver ces références ou retrouver l'émission.